Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui a été inspiré par une vidéo que je regardais de Paroles Véritables, là, qui, je trouve que c'est magnifique un peu comment ce show-là, le succès, c'est bien de voir des afros qui se réunissent, se font un truc et à eux qui est détenu par eux et qui aille très 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 loin. Franchement, moi je suis content de voir ça. Content de voir ça parce qu'en termes de hip-hop, souvent les discussions hip-hop sont très 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 poussées là-bas. C'est des gars qui ont des très belles discussions hip-hop. J'aime voir des afros se réunir, fonder quelque chose et aller loin et percer. Ça c'est quelque chose que j'aime. J'applaudis toujours ça. C'est truc. Alors que globalement, je dois vous avouer, c'est des gars complètement différents de moi. Hein. Je suis pas du tout comme ces gars-là. C'est-à-dire que je n'ai pas leur code là. Je sais pas ces codes-là. Je suis pas quelqu'un qui répond à ces codes-là, mais je respecte fondamentalement quand je vois des afros faire des choses et aller loin. Aller loin. Je suis pour ça. Que ça soit des communautés africaines, que ça soit des communautés afro-européennes, que ça soit des communautés afro-américaines, parce que même si on a des différences dans nos cultures, on a différences culturelles, c'est quand même bon de voir quand même des gens qui te ressemblent à entreprendre sur quelque chose et arriver à réussir, arriver à avoir du succès. Et c'est une bonne chose. Et il faut que dans notre communauté, on doit toujours champion les gens qui arrivent à avoir du succès et du succès dans le bon sens. C'est pas du succès parce que, oh, il est riche. On doit dire que c'est tout bien ce qu'il fait. S'il a du succès et que c'est n'importe quoi, moralement, en termes d'éthique, en termes d'intégrité, non, on ne valide pas. On ne valide pas. Mais quand c'est fait comme c'est fait là, je vois là, je trouve que c'est très très bien. Et dans leur conversation un peu sur le, qu'ils ont soit sur le hip-hop et dans la conversation qu'ils ont eu là dernièrement, ils ont eu un sujet qui m'a un peu intéressé, qui était très très bien, qui était sur les milieux de terrain un peu défensifs qu'il y a eu en France. Et comme d'habitude, ça a fait des gros débats, des gros bavardages, des trucs. Et je trouvais très intéressant et j'ai dit, je vais essayer de faire aussi de m'inspirer d'eux, de m'inspirer de leur contenu. Déjà, je vais mettre leur contenu qu'ils ont mis à la base chez eux. Si vous voulez voir le lien de l'émission, je mettrai le lien en description. Je mettrai le lien en description là-bas. Et maintenant, moi, j'ai décidé aussi d'apporter ma petite touche par rapport à ça, parce que moi, j'ai aussi une réflexion par rapport à... Ça m'a donné une envie de faire aussi ma propre réflexion sur ce sujet-là. Et dans cette réflexion que j'ai sur ce sujet, sur les milieux défensifs, j'ai beaucoup de choses à dire. Et comme je le dis souvent, parce que les gens souvent, je vois souvent les gens dire, Noah Lunsi fait beaucoup de bavardage. Noah Lunsi. Je dis, le Noah Lunsi là, moi, j'aime beaucoup, j'ai dit, c'est vraiment le sel du gars. Il est là pour faire le show. Il est là pour apporter les vues. Parce que le génie de ce mec-là, et ça, je me rappelle même déjà à l'époque où il montait avec ses petites vidéos et tout, c'est qu'il sait faire, il sait faire parler de lui. C'est un talent, hein. Savoir faire parler de lui, même qu'on raconte n'importe quoi. Parfois même, c'est un talent même que j'ai envie même beaucoup plus. Parce que, par exemple, je suis quelqu'un que quand on va écouter, on va dire, il fait beaucoup sens. C'est sûr, les gens de gars comme moi, je vais écouter, les gens vont regarder, ils vont dire, mais c'est pertinent ce que tu dis. C'est pertinent, il dit. Mais souvent, quand tu es très pertinent et que tu es très truc et que tu n'as pas forcément la gouaille qui va avec, parce que je suis quelqu'un qui est très réservé dans la vie et tout. C'est pas tout le monde c'est pas le grand nombre qui va écouter. C'est pas souvent le grand nombre qui va écouter. Et moi, souvent, je suis très, je dirais pas envieux, mais très admiratif, en fait, des gens qui arrivent à capter l'attention comme ça, là. Parce que c'est un skills. C'est un skills que moi, d'ailleurs, je dois apprendre. Et quand je vois quelqu'un qui a un skills que j'ai pas, au lieu de dire, il fait trop de bruit, je dis, je vais apprendre comment il fait ça. À ma manière, pas forcément limitée, mais comment il fait pour capturer l'attention, comme ça, sur ces choses et tout. Et c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre en regardant le mec là. En regardant le mec là, depuis le début, regardez comment il a... franchement, regardez sa popularité. Je dis, avant même l'émission, hein, sa popularité de ce gars-là. Bon, dans la communauté afro, il est très populaire. À travers ses vidéos qu'il faisait dans les années 2010, 2015, là. C'était sur rien. Sur rien. Le mec arrivait à captiver l'attention sur lui, sur rien. C'est du génie, ça. Comment tu arrives à captiver du public, du truc? C'est qu'il sait comment
attiver l'attention sur lui. Et même quand il fait ses bourras et ses bavardages, souvent que tout le monde dit, ah, il bavarde trop, il a des éclairs de lucidité sur certaines prises de position qu'il prend. C'est-à-dire, il y a des éclairs de, tu dis, c'est très pertinent ce qu'il est en train de dire. Il a des super éclairs. Il a des éclairs de lucidité. Parfois, il raconte des conneries, des grosses conneries. Parfois, je trouve qu'il exagère le trait. Parfois, il est dans la contradiction pour être dans la contradiction. Mais parfois, il a des éclairs, là. Je dis, mais c'est hyper pertinent. Je sais pas si, et c'est là où les gars deviennent silencieux. Parce que c'est très pertinent ce qu'il va dire. Il fait tout le temps ça. Donc, franchement, moi, j'aime aussi le personnage qui est complètement différent de moi. On est A à Z, mais j'apprécie beaucoup le personnage et j'apprécie vraiment tout le travail que ces gars-là font. Franchement, chapeau à vous, chapeau à eux, vous créez quelque chose. J'ai même vu un peu, il y a une sorte de consécration. Même les joueurs de foot, apparemment, reprennent un peu les expressions. Maintenant, on voit les expressions de Dembélé quand il marque les buts, il reprend l'expression de Noah Lindsay, et toi là, et toi là. On dit même Mbappé reprend aussi ses expressions aussi. Je trouve que c'est très bien ça. C'est très 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 bien ça. C'est très très bien ça. C'est très 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 bien ça. C'est très bien de voir le truc. Et pour mes amis caucasiens un peu, parce que souvent les amis caucasiens disent ils parlent trop et tout. En fait, dans la culture afro en général, dans toutes les cultures afro en général, notre mode de communication est vraiment très oral et expressif. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir l'impression que deux gars sont en train de se bagarrer, de s'insulter, alors que non, ils sont en train de passer un bon moment, ils crient fort et tout et tout. C'est la manière un peu de communiquer que les gens. Et souvent, c'est la meilleure manière souvent de. En fait, l'afro est oral. Il est oral, il a besoin de. Comment expliquer? D'exprimer ses émotions de manière très très forte. Très très forte. C'est pas un peu, c'est différent un peu de la culture, des cultures un peu caucasiennes, un peu en général où on est beaucoup plus dans la mesure, surtout en France, je veux dire beaucoup plus par rapport aux États-Unis, parce que les Américains blancs, américains, ils sont beaucoup plus expressifs que en France. On est beaucoup plus dans la mesure, dans certaines choses, on doit parler dans une certaine forme de mesure et tout. Je pourrais dire la culture caucasienne française. En fait. Mais dans la culture afro en général, l'afro a besoin de parler là. Moi, je suis un peu quelqu'un qui sort un peu du lot par rapport, parce que moi, je suis quelqu'un qui, bon, faut pas le voir sur YouTube là, je suis quelqu'un qui est très mesuré dans sa façon de parler, qui choisit bien ses mots avant de parler. Ce qui fait que souvent dans la culture afro, tu peux être décontenancé un peu quand tu es comme ça et tout, mais ça fait partie de la culture du délire. Donc je sais que souvent ça agace les gens, mais essayez de regarder au-delà de ça. Essayez de regarder au-delà de dire oh il parle trop. Non, regarde, écoutez, prenez le temps de tuer. Parfois le Noah Lindsay il dit des choses pertinentes en tout cas. Bref, je reviens sur mon sujet de base. On est oui, le truc des Bleus, Makelele. Ils ont choisi Makelele, ils ont choisi Kanté, ils ont choisi Pogba, ils ont choisi Makelele, Kanté, Pogba et qui encore? Vieira, parmi les joueurs, les milieux défensifs qui ont été les plus importants de l'équipe nationale. Ils faisaient un peu les paires. Est-ce que Makelele, Vieira a été plus important que Pogba, Kanté? Est-ce que Moi, je dirais, à ce très beau sujet que j'ai vu là, déjà, quand je vois les joueurs qu'ils ont cités là, ces 4 personnes-là qui sont pour moi les légendes du football français, c'est tous des légendes du football français, ils ont énormément apporté, que ce soit dans leur carrière en club, certains, on va dire, leur carrière en club et leur carrière en équipe nationale, chacun d'entre eux ont une très très belle carrière, plus ou moins. Et sont des légendes un peu françaises. C'est pour moi presque, même si on demande les meilleurs milieux défensifs relayeurs de l'histoire du foot français, c'est ces gars-là. Je vois pas qui on va citer plus. Même quand je regarde, même dans l'époque des trucs, bon, certains diront Luis Fernandez. Est-ce qu'on va mettre Luis Fernandez là?
par rapport aux autres mecs là, les mecs là sont allés beaucoup plus haut que Luis Fernandez et j'ai beaucoup de respect pour Luis Fernandez. J'ai beaucoup de respect pour la carrière du gars là. Comme je l'ai dit justement dans un sujet même, c'était sur mon sujet sur Rai là. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Rai, c'était pas forcément sur Rai, mais le contexte un peu de comment Rai se retrouve au Paris FC que j'avais fait il y a quelques mois, qui a eu beaucoup de vues d'ailleurs. Ça, merci à vous. C'est un des sujets qui est le plus regardé de la page. N'hésitez pas à le regarder. Je parlais même de Luis Fernandez. Pour moi, est le joueur le plus important de l'histoire du PSG. Beaucoup plus que Mbappé, beaucoup plus que tout par rapport à ce qu'il représente et tout. Luis Fernandez est pour moi le joueur le plus important de l'histoire de ce club-là. Par rapport à ce qu'il représente, par rapport à ce qu'il est, par rapport à le fait qu'il est un gars formé au club, devenu capitaine de l'équipe qui a gagné la première fois le championnat de France, et devenu coach de l'équipe qui va gagner la première Coupe d'Europe et la seule Coupe d'Europe de l'histoire du club quand il était coach. Donc il est de toutes les grandes victoires qui ont constitué l'histoire de ce club-là. Donc c'est en étant un natif de la ville. Donc pour moi, c'est l'équivalent d'un Maldini ou d'un Bergomi. C'est l'équivalent d'un Maldini au Milan ou d'un Bergomi à l'Inter. Si on est dans un vrai pays de foot, c'est comme ça qu'on les regarde. C'est comme ça qu'on regarderait Luis Fernandez au PSG. Si on était dans un vrai pays de foot. Et je me suis dit, mais en équipe de France, parmi les milieux défensifs qui ont marqué et tout, même s'il y a eu des gars un peu comme Franck Souzé qui ont eu de très belles carrières, qui étaient des très beaux joueurs, ce genre de mecs-là, c'est ces gars-là, et autres, avec un que je garde sous la sacoche et tout, que je n'ai pas évoqué, qu'on doit évoquer quand même si vous savez un peu ce que je pense un peu du personnage que je vais évoquer après là. Pogba, pour moi, le plus talentueux, déjà de ces quatre-là, c'est clairement Pogba, qui est une légende française. Pogba, dans l'époque de la génération Griezmann, Pogba, Varane, qui est la génération même du sélectionneur Didier Deschamps, Pogba a toujours été prépondérant dans les matchs en équipe de France, que ça soit la Coupe du Monde 2018, que ça soit aussi parfois un peu à l'Euro 2016, même s'il savait mal commencer, et tout. Ses premières prestations, il se faisait même temps, c'est pas la presse, mais après, à partir des quarts, des demi et tout, il avait commencé à être très très bon. Très très bon. Pogba a toujours répondu présent, et je dis souvent l'Euro 2020, c'est triste que l'Euro 2020, la France n'est pas allée loin, parce que Pogba a été exceptionnel dans les matchs. Chaque match de l'équipe, il aurait pu finir même meilleur joueur de l'Euro même, si la France avait gagné l'Euro là, à l'époque là, parce qu'il était exceptionnel là. C'était le Pogba plus, Pirlo. Mais après, à Manchester et tout, c'est un peu problématique, parce que le gars n'a jamais pu prendre la bonne corde. Mais c'est pour moi le plus talentueux du truc. Maintenant, Kanté, il y a souvent ce débat entre Kanté et Makelele, qui a eu la meilleure carrière entre les deux en équipe de France. Et quand tu regardes bien, Kanté a une meilleure carrière que Makelele en équipe de France. Parce que Makelele, faut comprendre que Makelele, normalement, c'est quelqu'un qui doit faire partie de la génération 98, mais il n'est pas là. Et ses premières véritables sélections en équipe de France, je pense que c'est après l'Euro 2000. C'est après l'Euro 2000 que je dis pas ses premiers buts, mais là où il commence vraiment à briller en équipe de France. Il vient pas à la période où l'équipe de France gagne beaucoup. Il vient, il fait parmi les gars, je sais pas s'il était titulaire, à la Coupe du Monde 2002. Je vais essayer encore de voir. Mais il est de cette période-là. Puis il y a l'Euro 2004 qui est aussi un échec. Et c'est la Coupe du Monde 2006 que vraiment Makelele, qui avait même pris sa retraite internationale après qu'il revient à Résident, il fait la grande compétition qu'il va faire avec Patrick Vieira. Ils font une très grande compétition à la Coupe du Monde 2006. Et c'était la seule compétition où vraiment, techniquement, Makelele a été bon en équipe nationale. Sa carrière club parle pour lui, passé par les grands clubs, Real, indispensable au Real. Quand il est parti, les gars n'ont plus rien gagné, alors que c'était lui qui régulait le truc. Chelsea, un des joueurs importants de l'époque, Mourinho.
même la période du PSG où période où le pro venait et tout, le PSG a su se maintenir dans un bon truc aussi à l'époque quand il était le capitaine et qu'ils ont quand même gagné quelques coupes de France. À pas nier, le gars est un grand joueur de football, mais j'ai l'impression que Kanté a eu beaucoup plus je sais pas d'impact, mais beaucoup plus d'accomplissement que lui et tout. C'est-à-dire que quand je vois Kanté, je vois beaucoup plus, je pense à la Coupe du Monde 2018 qui est extraordinaire et qui la gagne. Je pense même à Chelsea, comment lui à Chelsea, parce que Makelele a été impactant à Chelsea, mais Kanté aussi dans les clubs où il est passé, que ce soit à Leicester ou à Chelsea après où il a gagné un peu aussi. Kanté, ce qui fait la différence entre Makelele et Kanté, c'est les personnalités. Kanté n'est pas bavard, truc presque effacé et autres, tout c'est son football qui parle pour lui. Makelele, c'est une gouaille, c'est une personnalité, on le voit, Makelele, il est là, il a une personnalité forte et tout. Ce qui fait que ça joue un peu sur la perception un peu qu'on a de ces deux personnages, mais footballistiquement parlant, j'ai envie de dire que Kanté est plus fort que Makelele. Je sais que Makelele, s'il entend ça, il ne sera pas content avec l'ego de champion qu'il a. Mais quand je regarde footballistiquement entre Kanté et Makelele, Kanté est beaucoup plus fort que Makelele. Beaucoup plus fort. Seulement la seule différence, c'est que un a une personnalité beaucoup plus présente. C'est pour ça que parfois même même au PSG, il était capitaine des équipes. Là, Kanté est hyper effacé. Kanté est un homme très effacé, un homme excessivement discret. Et ça joue souvent sur des tours, sur la perception du joueur qu'il a été. Mais quand les vrais connaisseurs de ballon disent non. Et tout. Maintenant, on va pas souvent. J'ai vu une vidéo de La Fouine qui tournait, qui disait que Kanté c'était Pirlo. Il y a souvent certains rappeurs, il faut les enlever le micro quand ils parlent de foot parce qu'ils ne comprennent rien. Ils croient qu'ils sont à FIFA, les gars. J'ai vu ça tourner là, j'ai dit, bon, voilà pourquoi souvent les rappeurs, on ne doit pas les mettre. Donc sur les deux là, c'est comme ça que je pourrais pas placer les gens. Pogba et Makelele, entre les deux, je dirais que Pogba a une carrière aussi beaucoup plus grande en équipe nationale que Makelele parce qu'il y a beaucoup de périodes en équipe de France où il a été consistant, là où Makelele, globalement, les périodes là où il a bien joué, c'est seulement en 2006 pour moi. En 2004, il n'était pas si ouf, et en 2002, je ne sais même pas s'il était titulaire. J'ai pas le souvenir d'avoir quelqu'un qui était titulaire. J'ai l'impression qu'il avait seulement joué le match contre le Danemark ou quelque chose comme ça. Il avait été pas mal contre le match contre le Danemark, là où France perd contre le Danemark en 2-0. Si je me souviens encore. Mais je sais pas s'il était vraiment titulaire, cette Coupe du Monde. Donc, même Pogba, je mettrais devant Makelele. Maintenant, il y a le personnage Vieira. Vieira, pour moi, est une immense légende du football mondial. Même pas forcément du football français, mais mondial. De ces gars que j'ai cités, Patrick Vieira est il a peut-être un peu moins de talent individuel en termes de ballon que Pogba, mais Patrick Vieira est un joueur beaucoup plus comment on appelle ça, un personnage beaucoup plus grand que Pogba pour moi. Ça s'est vu en équipe nationale, ça s'est vu en club, que ce soit à l'Euro 2000 là où il a commencé à être titulaire en équipe de France, pas en 98 il n'était pas titulaire, mais l'Euro 2000 là où il est titulaire en équipe de France. Il avait été incroyable à l'Euro 2000, surtout avec les anciens un peu Deschamps, les petits et autres. On oublie même de parler des matchs petits. Souvent, on oublie, il est très sous-côté aussi. Et ça, je reviendrai après. Donc, Patrick Vieira, pour moi, c'est comme ça que j'imaginais un peu que Pogba soit, mais encore avec le talent qu'il a beaucoup plus. Mais Pogba a quand même réussi à être une légende française, mais pour moi, Vieira est plus grand. Même si Pogba, intrinsèquement, ballon, Pogba est beaucoup plus fort que lui. Et Patrick Vieira était technique, hein. C'était pas un veau, hein. Il savait jouer au foot, en tout cas. Mais lui et Zidane, ils sont incroyables les matchs. Les matchs de Patrick Vieira, le match surtout de Patrick Vieira contre l'Espagne. Parce que beaucoup plus que le but de Zidane qu'on a célébré, l'homme du match c'était Vieira. C'est lui qui a complètement appris la vie
assez au petit genou qui allait exploser après, que ce soit le milieu de terrain, Xavi Alonso. Je crois que le milieu de terrain de l'Espagne, c'était Xavi Alonso, Marco Senna et Xavi, si je me trompe pas, ou Fabregas. Je pense que c'était ça. C'était ça le milieu de terrain à l'époque, là. De la Coupe du Monde 2006, c'était encore jeune, hein, les petits Espagnols, là. Le Patrick Vieira les a appris la leçon. Ah non, il les a montés. Vous êtes talentueux, petit, mais gars, l'histoire là, c'est encore, nous on a encore, aller apprendre encore. C'était aller apprendre encore. Ce qu'il avait fait le match, allez regarder le match Espagne-France là. De la 8e de finale. Là. Vieira a montré vraiment encore, Xavi, vous êtes des enfants encore. Vous êtes talentueux, mais vous êtes des enfants encore. Allez apprendre encore. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'est un personnage que maintenant ça crée un club, Arsenal, légende du football anglais, une icône même du football anglais. Dans le football anglais, il n'y a rien à dire, un personnage truc. Donc pour moi, c'est celui que je mettrais un peu au-dessus des 3 autres que j'ai cités. Et maintenant, après avoir dit ça, après avoir signalé ça, il y a un dernier que j'aimerais parler. D'abord, mention spéciale à Emmanuel Petit, qui était un très très beau joueur de foot. Emmanuel Petit qui était excessivement technique. Et Emmanuel Petit qui avait aussi une très belle acquaintance avec Vieira. Vieira et Petit, c'était des gars qui s'entendaient très très bien dans le truc. Parce que ça, c'était Arsène Wenger qui l'avait mis un peu en 98. Et surtout que quand tu regardes même la carrière d'Emmanuel Petit, c'était quelqu'un qui était arrière gauche à la base avant de devenir excessivement technique. Excessivement sous-côté, hein. Emmanuel Petit. Rabiot rappelle parfois un peu Emmanuel Petit. Rabiot rappelle parfois Emmanuel Petit, même si, bon, Emmanuel Petit sur ce registre-là est un peu largement meilleur que lui. Et je pense aussi que Rabiot a raté un coach dans sa carrière quand il n'a pas essayé de devenir un joueur devant la défense. Je pense que s'il avait été un joueur devant la défense, sa carrière aurait été beaucoup plus, il aurait fini même au Real Madrid et tout. Mais le fait de vouloir toujours jouer milieu relayeur là, ça a cassé un peu... la trajectoire de sa carrière. S'il devient numéro 6 et tout, c'est un autre joueur, une autre dimension qu'il a dans sa carrière, en tout cas dans la perspective que je voyais sur lui. Et Emmanuel Petit sur ce registre-là est largement meilleur que lui. Largement meilleur que lui. Toujours très juste dans ses passes, très juste dans ses récupérations, très. Moi, je regarde souvent les images de Petit, je dis, mais on ne parle pas assez d'Emmanuel Petit, hein. C'était très propre ce qu'il faisait sur le terrain. Très très propre, parce qu'ils ont cité, ils ont oublié les panneaux, ils disent mais regarde, checker aussi Emmanuel Petit. Bon, je sais quand on est entre négro là et on passe seulement de nos sauces, mais je dis regardez, il y a le Blanco là, c'était pas mauvais, hein. Emmanuel Petit c'était pas mauvais, hein. Il y a plein de joueurs que je vois là, le milieu défensif qui n'était pas aussi bon que Emmanuel Petit en équipe de France, hein. L'équipe de France, il était excellent dans ses registres. Bref, c'était ma mention spéciale un peu. Et puis le dernier, j'ai cité ces 4-là, plus le Emmanuel Petit qui était un peu le bonus. Maintenant, après avoir dit ça, il y a un joueur qui, pour moi, n'a peut-être même pas le talent des 4 et 5 que j'ai vu là. Mais pour moi, que si je suis coach, il est indispensable par rapport à ce poste-là. Si je le vois, si je dois le sélectionner. C'est-à-dire, il est indispensable même par rapport aux 5 qu'on a cités. C'est pas un gars que j'aime. C'est pas un gars que j'ai apprécié dans sa carrière, que je n'apprécie toujours pas. Même humainement, j'ai un peu du mal. Mais c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps est peut-être le moins talentueux de tous ces gars que j'ai cités là. Mais Didier Deschamps là, et ça même Noah Lunsi l'a même parlait même un peu avec ses mots dans le sujet là. Didier Deschamps est sans aucun doute le joueur indispensable que je mettrais devant tous ces mecs-là. Son talent n'était pas forcément ouf. Il était un très bon récupérateur, il avait un très bon volume de jeu. Parfois, il lui arrivait de faire des frappes de balle début, mais c'était pas seulement son truc. Mais son aura sur le terrain, en tant que capitaine, en tant que leader d'une équipe, ah mon Dieu, ça transcende beaucoup de choses. L'aura de Deschamps transcende tous les 4-5 gars que je vous ai cités là. Je ne suis pas fan de lui, mais même quand je repartais regarder les matchs après, je dis, je comprends pourquoi le gars a été capitaine et pourquoi les gars l'ont gagné. Rappelez-vous, la France gagne 98-2000 quand le mec là est capitaine. Le mec
Dès qu'il n'est pas capitaine, dès qu'il part et il prend sa retraite, les gars ne gagnent plus. Jusqu'à il revient coach. C'est pas un hasard ces conneries-là. Je ne crois pas que c'est un hasard ces conneries-là. L'aura de ce mec, quand tu le vois sur le terrain, comment il dispose de la défense, même dispose un peu le milieu à 3 là, comment c'était presque le coach dans le terrain. Il était presque le coach. Je dis même 98, on parle Aimé Jacques. Le coach c'était Deschamps. Dès lui le coach déjà. Déjà. La victoire de 98 c'est beaucoup Deschamps. Oui, on parle Zidane, c'était Deschamps. Je vais même encore prendre encore une autre truc que j'ai découvert même il n'y a pas longtemps. L'Euro 96, là où ils vont loin. Deschamps avait déjà presque les clés maintenant de l'équipe. L'équipe de France va en demi-finale de l'Euro. Et ils perdent le match et Deschamps n'est pas sur le terrain. Il est blessé. Le match contre la République tchèque où ils perdent, là, Deschamps n'est pas sur le terrain et ils perdent le match. Quelque chose me dit que si Deschamps était là, ce match-là, ils auraient peut-être même remporté l'Euro de 96, là, les gars. Deschamps ne joue pas le match contre la République tchèque. Ça, j'avais même pas percuté ça. Parce que je l'ai cherché, je me rappelle, je regardais le match de la République tchèque, je dis, mais j'ai dit Deschamps, il n'a pas joué. Et je dis, mais ça, c'est pas possible. L'aura de ce mec-là était quelque chose. Ne regardez pas le talent footballistique, ne regardez pas l'aura de ce mec-là dans un vestiaire. Et ça s'est vu en 2002. Quand lui et Laurent Blanc n'étaient pas là, l'équipe de France, elle a été perdue. Elle était perdue. Parce qu'il lui manquait le truc. Il y a plein d'anecdotes comme ça, là. Je sais pas si des Pierre Ménez qui racontait cette anecdote-là il y a des années, où il disait que les Viltord venaient les parler que, gars, Deschamps est là, Deschamps et Laurent Blanc manquent. Ça manque. C'est pas hasard. Je ne crois pas au hasard. Et regardez même la carrière du gars, là, chaque fois qu'il a été capitaine ou leader d'une équipe dans un vestiaire, où l'équipe est allée. Marseille, Ligue des Champions. La Juve, quand lui, Conte, je crois que Conte était le capitaine, mais lui, le second capitaine, c'était Deschamps. De la Juve de Lippi, là. Ils font 3 finales de Ligue des Champions consécutives. Ils gagnent une Ligue des Champions en 96. Ils gagnent le championnat, je pense, 97-98, je pense. Ils gagnent 2 fois, 3 fois le championnat consécutif. Le moment où le boy la part en 99, la Juve ne gagne rien pendant 99, 2000, 2001, jusqu'en 2002 quand Lippi revient peut-être. Les boys ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Ils ont Zidane, Inzaghi, Del Piero, mais ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Pourtant, ils ont Zidane, Inzaghi, Del Piero. Vous pensez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Le hasard ne se répète pas comme ça. Le hasard ne se répète pas comme ça. Moi, je ne crois pas au hasard qui se répète comme ça. Non, le gars là a une présence dans le vestiaire. J'ai dit que si je suis coach et que j'ai un joueur comme Deschamps, et que je vois son aura, je dis je le mets si je veux aller gagner. Parce que je sais l'aura que ce mec a là sur le terrain par rapport aux autres trucs. Il vient un peu de la culture du rugby. Je crois que c'est un peu ses codes. Il vient de la culture du rugby et autres et tout. Et j'ai l'impression qu'il se comporte même comme même dans son mode managérial, c'est le managérial de rugby. Parce que ce que je comprends un peu des sélectionneurs de rugby, des entraîneurs de rugby, c'est pas vraiment des gars qui sont dans la tactique. C'est un peu des mecs qui sont beaucoup plus dans le management humain. Les sélectionneurs de rugby, parce que je comprends un peu dans le fonctionnement, même si j'ai encore beaucoup à apprendre de ce sport-là, c'est des gars qui sont dans un management humain. Et le background de Deschamps, c'est le background de rugbyman là. C'est quelqu'un qui devait être rugbyman. Il vient de Bayonne, non? Bayonne, c'est une région de rugby, beaucoup plus de foot. Bayonne, c'est une région de rugby, beaucoup plus que... Bayonne, c'est une région beaucoup plus qui est dans le rugby que dans le foot, quand on réfléchit bien. Je crois qu'il vient de là. Donc, Didier Deschamps. De tous les gars qu'on a cités là, oui, ils sont tous plus forts que lui. Hein. Oui, ils ont plus de trucs que lui. Hein. Mais celui qui est le plus important, hein, celui que je mettrais devant tous ces mecs-là, si je veux gagner, c'est Deschamps. C'est Deschamps. Et ça me fait même pas plaisir de le dire.
Ça me fait même pas, je vous assure que ça me fait absolument. Ici, il y a bien un gars qui n'a jamais kiffé. Et quand ce n'était même pas cool de le dire, hein, je n'étais déjà le gars qui t'en sert. En 2018, quand je disais que c'était la Vito, je ne supportais pas ce que je le voyais là. On m'a dit, oh, toi, tu, je suis dit, je ne peux pas supporter la vision du foot du mec là, mais je ne peux pas nier, je ne peux pas nier le bac du gars. Dans chaque équipe, il est. Même en tant que sélectionneur. Tu peux pas nier ça. Tu peux pas nier ça. C'est impossible. C'est impossible. Il y a même quelqu'un, je remercie même d'ailleurs ce commentaire qui m'a dit, tu arrives à reconnaître les qualités du gars. Je dis, mais oui, on le connaît ou pas, et je le répète tous les jours. Le personnage le plus important de l'histoire du foot de ce pays, c'est le boy que vous voyez là. Il est de toutes les grandes victoires de l'histoire du foot de ce pays. Club comme sélection. Il est de toutes les plus grandes victoires du foot de ce pays. Club comme sélection. La seule Ligue des champions française, il en était le capitaine. La première Coupe du Monde de ce pays, il en était le capitaine. La deuxième Coupe du Monde du pays, il en est le sélectionneur. Si on veut même pousser même de la première Ligue des Nations de ce pays, il en est le sélectionneur. Si on peut faire même un peu extrapoler. Il amène ce pays-là 2 fois en finale de la Coupe du Monde. Donc une qui gagne. On n'aime ou pas. Les faits sont là, quoi. On n'aime ou pas. Les faits sont là. Et c'est pas un hasard. Le hasard se répète pas 6 fois. Le hasard ne se répète pas 10 fois. Le hasard ne se répète pas. Il y a un truc dans le mindset de ce mec-là qui transcende son talent footballistique, qui est assez correct. Il y a un truc dans le mindset de ce mec-là qui transcende son mindset footballistique. Je veux pas un peu faire des parallèles, je fais un peu des parallèles avec ce gars à un autre personnage un peu dans le basket un peu qui s'appelle Phil Jackson. Phil Jackson, c'était un peu ça. Phil Jackson, quand vous connaissez son histoire, pour avoir même encore lu son bouquin, je l'ai pas encore terminé, mais pour avoir lu quand même son bouquin et tout, et étudier aussi ce personnage-là, ce mec-là, il est de chaque fois qu'il était dans un effectif, l'effectif gagnait. Je parle même pas forcément en joueur, mais il a été, je parle pas forcément en tant que coach. Hein. Je pense aussi en tant que joueur. Il est un ancien joueur des New York Knicks et tout. Joueur prépondérant un peu des New York Knicks. Pas forcément c'était pas le joueur qui était comme comment il s'appelle, Earl Monroe ou Walt Frazier qui étaient un peu les stars de l'équipe ou un moine mesure un peu Willis Reed qui étaient les stars de l'équipe. Bon, oui, je fais un peu un cours de basket. Je suis très passionné par l'histoire aussi de ce sport. Au New York, un peu de l'époque là, Earl Monroe, les stars de l'équipe c'était Walt Frazier, Earl Monroe et je crois que c'était Willis Reed, je pense, les pivots. C'était les 3 joueurs. Et un des joueurs qui était dans l'effectif aussi, c'était Phil Jackson, dont on disait déjà qu'il était très important dans les vestiaires. Le coach de New York, là, que j'ai oublié le nom dont je sors. Je sais pas s'il s'appelle Dan Auerbach ou quelque chose comme ça, là. Qui disait déjà que Phil Jackson était très important dans le vestiaire à leur époque-là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul titre que le dernier titre que New York Knicks ont gagné. Je crois que c'est le seul titre. Je crois que c'est passé 1 ou 2. Il en a gagné 2 avec eux. Quand il était joueur avec eux. Et le joueur, c'est un gars qui s'appelle Dan Auerbach. Le coach, je peux me tromper, mais si je me trompe, je vais le revoir. Le coach, il disait déjà que Phil Jackson est important dans leur truc parce que c'était déjà quelqu'un qui avait une mentalité de coach, qui amenait les trucs beaucoup plus que les joueurs Stark, Walt Frazier, etc. Ils ont gagné 2 titres. Quand il est parti, ils n'ont plus rien gagné. Le boy, il devient coach des Chicago Bulls sous la houlette de Doc Collins et tout. Les gars gagnent 6 titres. Allez, avec les Bulls. 6 titres. Il arrive à faire cohabiter un dingo de travail, un dingo de compétition comme Michael Jordan. Il arrive à côtoyer un dingo de compétition comme Michael Jordan avec un timide comme Scottie Pippen et puis un autre cinglé que Dennis Rodman. Comment il a réussi à gérer ces 3 personnalités-là?
J'imagine un peu comment il a réussi à gérer trois personnalités aussi différentes comme ça. Et réussi à gagner trois fois avec eux. Comment il a fait? Ce gars-là a une science de la gestion humaine. Un autre truc. De ouf. Shaquille O'Neal, Kobe. Vous connaissez l'histoire de ces deux-là, comment ça n'a jamais été l'amour fou pendant des longues années avec ces gars. Le gars a réussi à gagner 3 titres NBA avec les deux superstars qui n'arrivent pas à se saquer. Il arrive à gagner 3 titres, fucking titres NBA avec deux stars qui n'arrivent pas à se supporter. Deux superstars, tes deux meilleurs joueurs ne se supportent pas, mais tu arrives à gagner 3 titres avec eux. Génie de la gestion humaine. J'ai même envie de dire souvent pour les mauvaises langues, qui passent souvent ça. Michael Jordan n'a jamais gagné 100 000. Michael Jordan, qu'on dit souvent, il dit, s'il n'avait pas Phil Jackson, il n'aurait jamais gagné un titre. Il n'a jamais gagné, il ne gagnait pas avant lui, il ne gagnait pas après lui. On a vu, il n'a jamais gagné. Avant lui, il avait Doug Collins, qui est un peu l'entraîneur chouchou de Michael Jordan. L'entraîneur chouchou de Michael Jordan des Bulls, c'est pas, excusez-moi de faire un peu cette parenthèse sur le basket, hein, je pense que c'est important un peu de le souligner. Je vais revenir sur mon point après. Michael Jordan, son gars, c'était Doug Collins. C'était pas Phil Jackson. Phil Jackson, lui, il a apprécié, mais Doug Collins, c'est le coach de Chicago Bulls, parce que Doug Collins, lui, il disait, donnez le ballon à Michael, et le reste, vous vous écartez. C'était Doug Collins qui était un peu le coach que Michael Jordan. Phil Jackson lui disait, et non, il vous dirait, tu as besoin de regarder tel, tu as besoin de regarder tel, tu as besoin de regarder tel. Phil Jackson qui l'a appris après maintenant, émotionnellement, son coach qu'il aime beaucoup plus que tout, et je le dis souvent, ça c'est un peu, je continue un peu sur la parenthèse, Jordan, son coach préféré, c'est Dean Smith de Caroline. C'est lui qui a un peu son, c'est dans sa tête, c'est son sensei, beaucoup plus que Phil Jackson, beaucoup plus que Doug Collins, c'est Dean Smith. Et j'ai même envie de dire, l'amour de Jordan n'a jamais été dans les Bulls, c'est en Caroline du Nord. C'est en Caroline du Nord, parce que pour lui, c'est non seulement les meilleurs moments de sa jeune carrière, mais c'est les meilleurs moments de sa vie d'homme. C'est là où il s'est construit en tant qu'homme. Et c'est pour ça que lui, il parle toujours de Dean Smith, il parle toujours de Caroline du Nord, et que son mantra, ça vient beaucoup plus de Dean Smith. Et allez savoir qui est Dean Smith, c'est un des coachs les plus importants de l'histoire du basket universitaire américain, à le même titre que l'autre qui est un peu son pendant à Duke, qui est Coach K. C'est Dean Smith, un peu, c'est pour ça que même quand il est revenu propriétaire, il est revenu propriétaire de Charlotte. Sa vie, c'est Charlotte. Même, je vais vous parler, il y a même encore cette anecdote-là. Quand il avait construit cet hôpital-là, Charlotte et autres, tout, tu le voyais même avec les larmes, que, je suis content de rendre quelque chose à ma communauté, tout. Son amour, c'est Caroline du Nord, hein, c'est là-bas où son cœur est. C'est pour ça que tu le vois même revenir, même souvent avec les anciens trucs universitaires, tu le vois, il est content là, être avec les trucs, son amour, c'est là-bas, c'est en Caroline du Nord. Donc, pour revenir à mon sujet, Phil Jackson, c'était aussi ça, et Deschamps me rappelle ce gars. Deschamps me rappelle beaucoup ce gars. C'est des gars qui ont un ADN de la compétition et de la gestion humaine qui sont là, que ce soit en tant que joueur, en tant que coach. Et on a souvent besoin des mecs comme ça dans un collectif. Donc, dans ce débat-là, qui est un très beau débat, pour finir, je dirais oui, Vieira, je le mettrai un peu au-dessus en termes du joueur et autres, après Pogba, après Kanté, après Makelele. Mais celui qui est le plus important, et après il y a un petit bonus avec Petit, mais celui qui est le plus important, devant tous ces mecs-là, c'est Didier Deschamps. Parce que Deschamps va amener tout le monde à bon port. Par son aura, par sa présence, par sa manière de galvaniser les joueurs, par sa manière même de contrôler les joueurs tactiquement sur le terrain. C'est sa grande force. Et c'est pour ça qu'il a eu la carrière qu'il a. Et c'est pour ça qu'il a été
le gagneur qu'il a. C'est un incroyable gagneur et tout. Et même si sa vision du foot est horrible, même si le personnage est parfois limite, comme je l'avais fait sur mon sujet sur lui, vous ne pouvez pas ne pas mentionner le nom du gars là. Et faire comme s'il n'a pas hésité. Non, c'est un peu ça. Bref, c'était mon sujet du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.